Ce que je vais raconter s'est passé il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, quand le soir tombe et que le ciel prend cette couleur orange sale qui annonce la nuit, je sens les poils de mon cou se hérisser. Je le raconte tel que je l'ai vécu, sans rien ajouter ni enlever, car je sais que quiconque a conduit de nuit sur des chemins ruraux, loin de tout, comprendra exactement de quoi je parle. Et quiconque ne l'a pas fait, après avoir lu ceci, y réfléchira probablement à 2 fois avant de prendre un raccourci par la terre quand le soleil est déjà couché. Je travaillais alors comme transporteur indépendant. Je transportais des marchandises entre de petits villages, des choses que les grandes entreprises ne prenaient pas la peine de livrer, des pièces de rechange, des sacs de ciment, parfois des colis de personnes qui envoyaient de l'argent ou des vêtements à leurs proches à la campagne. Je connaissais bien les routes asphaltées, mais aussi les chemins de terre qui les reliaient. Ceux qui sur les cartes apparaissent à peine comme une ligne pointillée et que seuls les habitants et ceux qui faisaient ce travail empruntaient régulièrement. L'un de ces chemins était celui que les gens de la région appelaient, sans grande originalité, mais avec beaucoup de respect, le chemin des Trois Croix. Je n'ai aucune idée si c'était son nom officiel dans un registre routier, car sur les cartes il figurait simplement comme chemin secondaire sans numéro, mais tout le monde, de l'épicier au curé du village, l'appelait ainsi et tous, sans exception, évitaient de le traverser la nuit. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans un relais routier, un de ces endroits avec des tables en formica et un comptoir où l'on vendait de la bière, des cigarettes et de la nourriture chaude pour les camionneurs. Je m'y arrêtais pour faire le plein et manger quelque chose avant de reprendre la route. Et à la table d'à côté, il y avait 2 hommes âgés, tannés par le soleil, qui parlaient de route. L'un disait à l'autre de ne pas prendre le chemin des Trois Croix après 18 heures, qu'il valait mieux faire le grand détour, même si cela lui coûtait 1 heure de plus. Moi, qui étais jeune alors et me croyais plus malin que quiconque, je me suis mêlé à la conversation avec la confiance stupide de celui qui n'a jamais rien vu qu'il ne puisse expliquer. Je leur ai demandé pourquoi. Si c'était un chemin plus court, les gens préféraient l'éviter. Le plus âgé des 2 m'a regardé avec ce mélange de pitié et d'avertissement que seuls donnent ceux qui ont déjà vu quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer. Et il m'a dit une phrase qui m'est restée gravée. Parce que sur ce chemin, mon fils, on ne voyage pas toujours seul, même si on y va seul. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. J'ai pensé que c'était une de ces histoires de village, ces légendes qui se forgent autour d'un vieil accident ou d'une mort tragique et qui finissent par devenir un avertissement moral pour que les gens ne se promènent pas la nuit sur des chemins dangereux. Des choses comme ça, j'en avais entendu sur presque toutes les routes où je travaillais. Chaque zone avait sa propre légende, sa propre lumière qui apparaissait, sa propre dame blanche. On s'habitue à les entendre et à ne pas leur donner trop de poids. Plusieurs mois se sont écoulés depuis cette première rencontre avec l'histoire. Je continuais mes voyages, chargeant et déchargeant, dormant dans des motels bon marché ou directement dans la cabine du camion quand le voyage était long. Ce fut par une nuit de juillet en plein hiver, quand le froid dans cette région vous transperce jusqu'aux os dès que le soleil se couche, que j'ai dû choisir entre le long chemin asphalté, mais de presque 2 heures de plus, ou le chemin des Trois Croix, qui m'aurait fait gagner suffisamment de temps pour rentrer dormir chez moi au lieu de m'arrêter dans un autre village. J'étais fatigué. J'avais conduit presque toute la journée. J'avais le dos noué et la seule chose que je voulais, c'était retrouver mon lit. L'histoire du relais routier m'a traversé l'esprit, mais je l'ai vite écartée. J'avais déjà traversé des dizaines de chemins réputés maudits et il ne m'était jamais rien arrivé de plus qu'une frayeur avec un animal traversant la route. Alors j'ai tourné le volant et pris la déviation en terre. Le chemin commençait normalement, comme n'importe quel autre chemin rural, terre compactée, un peu de gravier, clôture de barbelés sur les côtés qui marquaient les limites des champs. Les 20 premières minutes, je n'ai eu aucune sensation étrange, au-delà de l'inconfort logique de conduire de nuit sur un chemin sans lumière, me guidant seulement avec les phares du camion et la lune, qui cette nuit-là était presque pleine.
C'est après ce premier tronçon que j'ai commencé à remarquer les croix, non pas une ni deux, mais plusieurs réparties sur les côtés du chemin. Certaines en bois vieux et usé, d'autres en métal rouillé, certaines avec des noms et des dates presque effacées, d'autres complètement anonymes. Sur n'importe quelle route rurale, on trouve des croix comme ça, hommage à des gens morts dans des accidents, et on n'y prête normalement pas beaucoup d'attention. Mais sur ce chemin en particulier, le nombre de croix était disproportionné pour le peu de trafic que semblait avoir la zone. J'en ai compté sans le vouloir, plus de 15 en seulement quelques kilomètres. J'ai commencé à sentir quelque chose d'étrange dans l'estomac. Cette sensation que l'on a quand le corps perçoit quelque chose que l'esprit n'a pas encore fini de traiter. J'ai ralenti non pas parce que le chemin l'exigeait, mais parce que quelque chose en moi voulait avoir plus de temps de réaction face à ce qui pourrait apparaître. La radio, qui jouait doucement une station de musique tropicale, a commencé à grésiller, se remplissant de parasites jusqu'à ce qu'elle s'éteigne finalement toute seule, bien que je n'ai pas touché le cadran. J'ai essayé de la rallumer. Rien, même pas la lumière, le panneau de la radio ne s'allumait pas comme si cette partie spécifique du système électrique du camion avait décidé de cesser de fonctionner. Le reste des lumières du tableau de bord semblait normal, alors je n'y ai pas accordé trop d'importance, pensant que ce serait un fil lâche, quelque chose que je vérifierais le lendemain à l'atelier. Ce fut alors, quelques minutes plus tard, que j'ai vu la première silhouette sur le côté du chemin. C'était la silhouette d'une personne debout à côté d'une de ces vieilles croix en bois. Au début, j'ai pensé que ce serait quelqu'un qui attendait qu'on vienne le chercher, chose courante à la campagne, où les gens marchent parfois de longues distances et attendent qu'un véhicule les prenne. J'ai ralenti encore plus avec l'intention de lui demander si elle avait besoin d'aide, car à cette heure et à cet endroit, toute personne seule représentait une situation potentiellement dangereuse pour elle-même. Au-delà de mes propres peurs superstitieuses, quand je me suis approché suffisamment pour que les phares l'éclairent complètement, je n'ai vu personne. La silhouette, que j'aurais juré avoir vue avec une clarté totale quelques secondes auparavant, n'était tout simplement pas là. J'ai regardé sur les côtés, pensant qu'elle s'était peut-être rapidement déplacée vers le fourré, mais il n'y avait aucune trace de mouvement dans la végétation, aucun bruit de pas, rien. Je me suis arrêté complètement. Mon cœur battait fort. Avec cette tachycardie que donne la peur soudaine, celle qui n'arrive pas petit à petit mais d'un coup. Je suis resté assis dans la cabine, les mains serrant le volant, essayant de me convaincre que c'était un effet d'optique, un jeu d'ombre produit par les phares et un arbuste de forme étrange. C'est ce que l'on se dit quand on a besoin de continuer à fonctionner. J'ai décidé de continuer. Revenir en arrière signifiait reculer de plusieurs kilomètres jusqu'à l'intersection avec la route principale. Et à ce moment-là, bien que cela puisse paraître contradictoire, j'avais plus peur de rester arrêté à cet endroit que de continuer à avancer. J'ai mis la première et j'ai avancé lentement. Je n'avais pas parcouru 500 mètres quand je l'ai revue. Cette fois, elle était plus près du chemin, presque sur l'accotement, et j'ai pu la distinguer plus en détail. C'était la silhouette d'une femme vêtue de ce qui semblait être une robe sombre et longue, les cheveux lâchés lui couvrant partiellement le visage. Elle ne bougeait pas, elle était juste là, debout, regardant le chemin vers moi. J'ai freiné brusquement. Le camion a été secoué par le freinage brutal et pendant un instant, j'ai perdu de vue la silhouette car mon attention s'est portée sur le contrôle du véhicule. Quand j'ai regardé de nouveau vers l'avant, elle n'était plus là. À ce moment-là, j'ai pris une décision qu'aujourd'hui, avec le recul du temps, je considère comme la plus sensée que j'aurais pu prendre. Ne pas descendre du camion sous aucun prétexte. Même si la logique de toute une vie me disait qu'il y avait une personne ayant besoin d'aide sur le bord du chemin, quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que je ne saurais expliquer rationnellement, me disait que descendre serait une erreur dont je ne pourrais pas revenir. J'ai accéléré, ne me souciant plus beaucoup de l'état du chemin ni des pierres qui faisaient sauter le véhicule.
Je voulais juste sortir de là. Les lumières du tableau de bord ont commencé à clignoter, tout à la fois, selon un schéma qui n'avait aucun sens électrique. Le moteur, qui jusqu'à ce moment-là avait fonctionné sans problème, a commencé à tout sauter comme s'il manquait de carburant, bien que le réservoir fût à plus de la moitié. Ce fut sur ce tronçon, avec le moteur en panne et les lumières clignotantes, que j'ai entendu pour la première fois quelque chose frapper la carrosserie du camion. Pas un coup fort comme celui d'une pierre projetée par les roues, mais quelque chose de plus semblable à une main frappant doucement la tôle, comme quelqu'un qui frappe à une porte en demandant qu'on lui ouvre. Le son venait du côté passager, de la porte qui était du côté opposé à celui où je conduisais. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas tourné la tête d'un centimètre vers cette porte. J'ai gardé les yeux fixés sur le chemin, sur le peu que j'arrivais à éclairer avant que les lumières ne tombent à nouveau en panne, et j'ai continué à conduire, les mains tremblantes sur le volant. Le martèlement a continué, de plus en plus constant, accompagnant le rythme du camion pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui, en calculant ensuite la distance parcourue, n'a pas pu être plus de 2 ou 3 minutes. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le martèlement a cessé. Les lumières du tableau de bord se sont stabilisées. Le moteur a recommencé à fonctionner normalement et la radio, qui était restée muette tout ce temps, s'est allumée toute seule sur la même fréquence qu'avant, avec la même chanson tropicale jouant comme si rien ne s'était passé, comme si le temps avait sauté ce tronçon de terreur et s'était reconnecté juste là où il s'était arrêté. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord. Elle indiquait seulement 4 minutes de plus que lorsque j'étais entré sur le chemin. 4 minutes qui m'avaient semblé, dans l'expérience subjective de la peur, beaucoup plus longues. Je ne sais pas combien de temps tout ce que j'ai vécu a réellement duré, mais je sais que lorsque j'ai enfin vu les lumières du village suivant au loin, j'ai ressenti un soulagement que je n'avais jamais ressenti de ma vie. Je suis arrivé au village, les mains encore tremblantes. Je me suis arrêté à la première station-service ouverte que j'ai trouvée, bien que je n'ai pas besoin de carburant, juste parce que j'avais besoin d'être dans un endroit éclairé et avec d'autres personnes. L'employé de la station, un homme d'âge moyen avec un air renfrogné à cause de l'heure nocturne, m'a regardé et sans que je dise un seul mot sur ce que j'avais vécu, il m'a demandé « Vous venez par le chemin des Trois Croix ?» Je lui ai dit oui, incapable d'articuler correctement les mots. Il a hoché la tête comme quelqu'un qui confirme quelque chose qu'il savait déjà et m'a raconté, pendant qu'il chargeait une canette de boisson gazeuse que je ne me souviens même pas avoir commandée, l'histoire qui, selon lui, expliquait ce qui se passait sur ce chemin. Des décennies auparavant, racontait l'homme, il y avait eu dans cette zone une grande hacienda, propriété d'une famille riche qui traitait ses travailleurs avec une cruauté qu'il serait difficile de croire aujourd'hui. Le chemin que nous connaissons maintenant comme le chemin des Trois Croix était à l'époque la route principale qu'ils utilisaient pour transporter des marchandises, et selon certaines versions, aussi pour transporter les travailleurs qui tentaient d'échapper aux conditions de l'hacienda et étaient attrapés avant d'atteindre le village. La légende disait que 3 personnes, une femme et ses 2 enfants, avaient tenté de s'échapper une nuit d'hiver très similaire à celle que j'avais vécue et qu'ils avaient été interceptés sur ce même chemin par les contremaîtres de l'hacienda. Ce qui s'est passé ensuite varie selon qui raconte l'histoire. Certains disent qu'ils sont morts de froid cachés dans le fourré, attendant que le danger passe. D'autres, avec plus de crudité, affirment qu'ils ont été assassinés là même sur le chemin comme le sont pour le reste des travailleurs. Les 3 croix qui donnaient son nom au chemin, selon cette version, marquaient l'endroit exact où ils étaient tombés. L'homme de la station-service m'a dit que depuis lors, quiconque ose traverser ce chemin la nuit, surtout en hiver, court le risque d'accompagner cette femme et ses enfants dans leur tentative éternelle d'évasion, d'être confondu par eux avec les contremaîtres qui les poursuivaient ou simplement de rester piégés dans la répétition de cette nuit tragique qui, selon lui, continue de se reproduire encore et encore sur ce morceau de terre, comme une blessure qui n'a jamais cicatrisé.
Je ne sais pas quelle part de cette histoire est une vérité historique et quelle part est le résultat de générations de gens de la campagne donnant une forme narrative à quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer autrement. Ce que je sais, parce que je l'ai vécu dans ma propre chair, c'est que ce chemin a quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui ne s'explique ni par la logique de l'ingénierie routière ni par des coïncidences météorologiques. Après cette nuit, j'ai évité le chemin des Trois Croix pendant longtemps. Chaque fois qu'un voyage m'obligeait à passer près de cette zone, je préférais le long détour, même si cela me coûtait des heures supplémentaires et des kilomètres de carburant inutile. Les collègues qui connaissaient l'histoire comprenaient parfaitement ma décision. Ceux qui ne la connaissaient pas se moquaient parfois un peu jusqu'à ce que je leur demande s'ils voulaient tenter leur chance eux-mêmes et là, la conversation se terminait généralement. Près de 2 ans se sont écoulés avant que je ne doive traverser à nouveau ce chemin et cette fois, ce ne fut pas par ma propre décision, ce fut pendant une tempête particulièrement violente, de celles qui dans la région se déchaînent généralement à la fin du printemps, lorsque la chaleur accumulée de la journée se heurte à un front froid descendant du sud. La route principale, l'asphaltée, avait été coupée par un éboulement provoqué par la pluie, ne laissant comme seule alternative pour atteindre le village où je devais livrer une cargaison urgente de médicaments pour le centre de santé local, le chemin des Trois Croix. J'y ai beaucoup réfléchi avant de me décider. J'ai appelé la base par radio, j'ai expliqué la situation, j'ai demandé s'il y avait une autre alternative. On m'a dit non, que la coupure prendrait au moins 2 jours à être réparée et que la cargaison que je transportais était nécessaire au centre de santé cette même nuit car elle comprenait de l'insuline et d'autres médicaments qui ne pouvaient pas attendre. J'ai senti le poids de la responsabilité. J'ai pensé aux gens qui avaient besoin de ces médicaments et j'ai finalement décidé que je n'avais pas d'autre option que d'affronter à nouveau ce chemin. Cette fois, j'étais préparé dans la mesure où l'on peut se préparer à quelque chose comme ça. J'ai emporté avec moi une radio à pile au cas où le système électrique du camion tomberait à nouveau en panne. J'ai aussi emporté, bien que je me sente un peu ridicule en le faisant, une image religieuse que ma grand-mère m'avait donnée des années auparavant et que je gardais normalement dans la boîte à gants sans y prêter beaucoup d'attention. Cette nuit-là, je l'ai posée sur le tableau de bord, visible comme quelqu'un qui cherche toutes sortes de protections face à l'inconnu. La tempête rendait la visibilité minimale. La pluie tombait avec une intensité que les essuie-glaces parvenaient à peine à compenser. Et le chemin de terre, déjà compliqué en soi, s'était transformé en un bourbier qui rendait la progression extrêmement difficile. Je conduisais au pas de l'homme, concentré à ne pas sortir du chemin, à ne pas m'embourber dans un trou rempli d'eau. Ce fut au milieu de cette tempête, les éclairs illuminant occasionnellement le paysage de manière fantomatique, que j'ai revu la femme. Cette fois, elle n'était pas immobile à côté d'une croix, mais marchait au milieu du chemin, le dos tourné vers moi, comme si elle avançait dans la même direction que moi, mais à un rythme beaucoup plus lent que ce qu'une personne pourrait maintenir en marchant sur cette boue. J'ai klaxonné avec l'espoir stupide que ce soit une personne réelle ayant besoin d'aide à qui je pourrais signaler ma présence. La silhouette n'a pas réagi. J'ai continué à avancer, de plus en plus près, jusqu'à ce que la distance entre le camion et la silhouette se réduise à quelques mètres seulement. Ce fut alors qu'en un instant qui m'est resté gravé avec une clarté terrible, la silhouette a tourné la tête pour me regarder par-dessus l'épaule. Elle n'avait pas de visage, ou plutôt, elle avait la forme d'un visage, la bonne silhouette là où devraient être les yeux, le nez, la bouche, mais tout était vide comme un masque sans trait, sombre, sans aucune expression possible, car il n'y avait rien là qui puisse exprimer quoi que ce soit. J'ai ressenti un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la tempête, un froid qui me montait de l'estomac à la gorge et qui m'a fait, sans y penser, appuyer sur le frein de toutes mes forces. Le camion a dérapé sur la boue, tournant dangereusement avant de s'arrêter presque en travers du chemin. Quand j'ai réussi à me ressaisir suffisamment pour regarder de nouveau vers l'avant, la silhouette n'était plus là. Mais à sa place, des 2 côtés du camion,
j'ai commencé à distinguer entre les éclairs d'autres silhouettes, non pas une ni deux, mais plusieurs, réparties entre les arbres et les clôtures, toutes immobiles, toutes regardant en direction du camion, toutes avec cette même absence terrible là où devraient être les visages. Ce fut à ce moment-là que la radio à pile, celle que j'avais emportée par précaution, a commencé à émettre un son qui n'était ni des parasites ni de la musique, mais quelque chose de semblable à des pleurs d'enfants, deux voix distinctes d'enfants pleurant en même temps, entremêlées avec ce qui aurait pu être ou non, une voix de femme essayant de les calmer, leur chantant quelque chose que je ne parvenais pas à bien distinguer à travers le bruit de la tempête. Je ne sais pas d'où j'ai tiré la force de continuer à conduire dans ces conditions, avec le cœur battant si fort que j'entendais les coups dans mes oreilles, avec les mains glissant à cause de la sueur froide sur le volant mouillé par la pluie qui s'infiltrait par la fenêtre mal fermée. Je sais seulement que j'ai appuyé sur l'accélérateur, que j'ai corrigé la trajectoire du camion du mieux que j'ai pu sur cette boue traîtresse et que j'ai commencé à prier à voix haute n'importe quelle prière que ma mémoire parvenait à reconstruire de l'enfance, mélangeant des morceaux de Notre Père avec des Je vous salue Marie, sans me soucier beaucoup si l'ordre des mots était le bon. Les silhouettes continuaient d'apparaître sur les côtés du chemin, certaines de plus en plus près, certaines semblant se déplacer dans la même direction que le camion, comme si elles m'accompagnaient, comme si elles formaient une sorte de procession silencieuse autour du véhicule. Les pleurs à la radio ne cessaient pas et à un moment donné, il m'a semblé entendre, à travers le bruit, une voix qui prononçait mon nom. Bien que je n'ai jamais de ma vie dit mon nom à quiconque lié à ce chemin ou à cette histoire. Ce dernier détail est celui qui encore aujourd'hui, quand je m'en souviens, me perturbe le plus parce que les apparitions, les silhouettes, même le visage vide de la femme pourraient s'expliquer si l'on s'efforce suffisamment comme des produits de la suggestion, de la fatigue, d'un esprit soumis à un stress extrême dans des conditions de visibilité presque nulles. Mais entendre mon propre nom prononcé par une voix qui ne devrait pas le connaître est quelque chose que je ne trouve aucun moyen de rationaliser, même si j'ai essayé pendant des années. El Camino de los Tres Cruces a, si je me souviens de l'époque, une longueur d'environ 18 km entre ces deux points de connexion avec des chemins plus fréquentés. Cette nuit de tempête, ces 18 km m'ont semblé les plus longs que j'ai parcourus de toute ma vie de transporteur. Chaque minute s'étirait d'une manière qui n'avait aucun sens physique, comme si le temps lui-même s'était épaissi, était devenu plus lent et plus lourd, tout comme la boue sous les roues du camion. Quand j'ai finalement commencé à voir, entre les éclairs, les premières lumières du village vers lequel je me dirigeais, j'ai senti que quelque chose dans l'atmosphère changeait. Les pleurs à la radio se sont estompés progressivement comme s'ils s'éloignaient, comme si la source de ce son restait derrière avec le reste du chemin maudit. Les silhouettes ont cessé d'apparaître. La pluie, bien que toujours intense, a commencé à se faire sentir simplement comme de la pluie, sans ce poids supplémentaire de menace qui avait pesé pendant tout le trajet. Je suis arrivé au centre de santé presque une heure plus tard que prévu, trempé, tremblant, la voix brisée quand j'ai essayé d'expliquer à l'infirmière de garde pourquoi j'avais tant tardé. Elle, une femme âgée ayant de nombreuses années de travail dans cette zone rurale, m'a regardé avec une expression qui n'était pas de surprise, mais de compréhension résignée et m'a simplement dit « El Camino de los Tres Cruces ne pardonne pas facilement, mais il semble que vous l'ayez laissé passer 2 fois. » Il n'a pas été nécessaire que je lui raconte les détails. Elle savait déjà, comme tous ceux qui vivaient depuis assez longtemps dans cette région, que ce morceau de terre gardait quelque chose que la science et la logique n'avaient pas encore réussi à expliquer. Après cette deuxième expérience, j'ai pris une décision définitive. Je ne traverserai plus jamais ce chemin, quelles que soient les circonstances. Peu importe l'urgence de la cargaison ou la pression de mes employeurs, je l'ai clairement communiqué à l'entreprise pour laquelle je travaillais et bien qu'au début il y ait eu une certaine résistance administrative, ils ont fini par accepter ma condition, surtout après qu'un autre collègue, qui s'était ouvertement moqué de mes histoires, ait décidé de tenter sa chance seul quelques mois plus tard. Je n'entrerai pas dans trop de détails sur ce qui est arrivé à ce collègue,
car je n'en ai pas été témoin direct et il ne me semble pas correct de reconstruire une expérience étrangère avec la même certitude que celle avec laquelle je raconte la mienne. Ce que je peux dire, c'est qu'il est apparu le lendemain dans le village à l'autre bout du chemin, le camion abandonné plusieurs kilomètres en arrière, marchant sur l'accotement de la route principale, complètement désorienté, incapable d'expliquer clairement ce qui lui était arrivé ni pourquoi il avait laissé le véhicule. Il n'a plus jamais travaillé comme transporteur après cela et n'a jamais, à ma connaissance, voulu parler en détail de ce qu'il a vécu cette nuit-là. Aujourd'hui, avec le temps, je ne travaille plus à transporter des marchandises sur les routes rurales. J'ai changé de secteur, je me suis installé en ville. Et bien que la vie urbaine ait ses propres complications, au moins elle m'a définitivement éloigné de la possibilité de devoir affronter à nouveau ce chemin. Mais de temps en temps, quand une connaissance mentionne qu'elle doit voyager dans cette zone ou quand une nouvelle locale rapporte un accident étrange à proximité de ces 18 km de terre, je sens le froid de cette nuit de tempête me parcourir à nouveau le dos. J'ai parlé avec d'autres personnes au fil des ans qui ont aussi leurs propres histoires sur ce chemin ou sur des chemins similaires dans d'autres régions. Il semble que ce soit un schéma qui se répète. Des routes rurales généralement associées à une tragédie historique pas entièrement documentée officiellement où ceux qui osent les traverser la nuit expérimentent des phénomènes qu'aucune explication conventionnelle ne parvient à englober entièrement. Des pannes électriques sans cause mécanique identifiable, des figures qui apparaissent et disparaissent. Des sons qui ne devraient pas être là, une sensation généralisée d'être observé, de ne pas être vraiment seul, même si le chemin est vide. Je ne prétends pas, avec ce récit, convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Je sais parfaitement qu'il y en a qui liront ceci et l'attribueront à la suggestion, à la fatigue, à l'imagination travaillant des heures supplémentaires dans des conditions de stress et de faible visibilité. C'est une explication raisonnable et d'une certaine manière, j'envie ceux qui peuvent être tranquilles avec ça. Moi qui ai vécu ces 2 nuits dans ma propre chair, avec tous mes sens en éveil et avec une radio à pile qui a reproduit des pleurs que je peux encore entendre avec une clarté totale si je ferme les yeux, je ne peux pas me permettre cette tranquillité. La seule chose que je peux offrir à quiconque est arrivé jusqu'ici en lisant est un conseil simple, le même que ces 2 hommes âgés m'ont donné dans ce relais routier il y a tant d'années et que moi, avec l'arrogance de la jeunesse, je n'ai pas su apprécier à l'époque. Si jamais, lors d'un voyage, un habitant local vous avertit d'éviter un certain chemin après une certaine heure, écoutez-le. Ne demandez pas pourquoi. Ne cherchez pas l'explication rationnelle. Ne vous persuadez pas que c'est une simple superstition de gens de la campagne. Faites le grand détour. Perdez le temps qu'il faut perdre. Parce qu'il y a des chemins dans ce monde que les gens évitent non par caprice ou par ignorance, mais parce qu'un jour, il y a longtemps, ils ont appris de la pire manière possible que certaines choses ne devraient pas être dérangées. Et si jamais, en conduisant de nuit sur un chemin rural inconnu, vous commencez à remarquer trop de croix sur le bord du chemin, plus que ce que la logique du trafic normal ne devrait justifier, ne vous arrêtez pas pour les compter. Continuez à conduire, le regard droit devant, peu importe ce que vous croyez entendre frapper la tôle de votre véhicule jusqu'à ce que les lumières du prochain village apparaissent à l'horizon. Parce que j'ai eu la chance 2 fois d'atteindre ces lumières et je ne suis pas sûr que si jamais je me trompais et descendais du véhicule au mauvais moment, cette chance m'accompagnerait une 3e fois. Continuons. Je m'appelle Rémi Dubois, j'ai 68 ans et jusqu'à récemment, j'étais convaincu que les histoires que racontaient les chauffeurs de camionnettes sur la vieille route d'Acapulco à Cacahuatpec n'étaient que des contes pour effrayer les touristes. Maintenant, je sais que non. Ce que je vais vous raconter m'est arrivé à moi et à ma femme Hermine, avec qui je suis marié depuis 43 ans, il y a à peine 8 mois, par une nuit qu'aucun de nous deux n'a pu oublier une seule seconde depuis. Je vous le raconte tel que cela s'est passé, sans fioriture, car je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit pour vous donner la chair de poule. Tout a commencé par une bêtise.
Mon frère Anselme fêtait son anniversaire dans son ranch près d'un hameau que presque personne ne visite plus, après San Marcos, sur les contreforts de la Sierra qui descend vers la côte. Hermine et moi y sommes allés en camionnette, une Nissan blanche de 98 qui roule encore bien, même si le moteur tousse parfois. La fête s'est prolongée plus que de raison, comme cela arrive toujours entre parents qui ne se voient pas souvent. Et quand nous nous en sommes rendus compte, il était déjà 23 heures et il nous restait encore presque 2 heures de route pour arriver à Acapulco. Anselme a insisté pour que nous restions, que la route de nuit dans cette zone était dangereuse, non pas tant à cause des agresseurs, qui existent aussi, mais à cause d'autres choses qu'il n'a pas voulu bien expliquer. Il s'est contenté de dire « Ne vous arrêtez pas dans le virage de la Ceiba. Quoi que vous fassiez, ne vous arrêtez pas là. » Moi, en bon entêté, j'ai ri et je lui ai dit que j'étais trop vieux pour croire aux sorcelleries. Hermine, en revanche, est restée silencieuse et cette nuit-là, déjà sur la route, elle m'a avoué qu'elle avait ressenti un froid étrange dans la poitrine quand mon frère avait dit cela. Nous sommes partis vers 23h30. La route, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une bande étroite à 2 voies qui serpente entre des collines couvertes de broussailles, avec très peu de maisons et aucune station-service sur plus de 40 km. Il n'y a pas d'éclairage public, sauf sur un tronçon près du village de Trépalo. Et après cela, tout est obscurité. Une vraie obscurité, celle que l'on avait presque oubliée après avoir vécu si longtemps en ville, où il y a toujours une lumière, une publicité, quelque chose pour briser le noir. Hermine conduisait parce que j'avais déjà bu quelques bières à la fête et elle, avec sa prudence habituelle, a préféré ne pas prendre de risques. J'étais sur le siège passager, à moitié endormi, regardant passer l'ombre des arbres sur le bord de la route quand elle m'a dit quelque chose qui m'a réveillé d'un coup. « Refugio, il y a quelqu'un devant. » J'ai ouvert les yeux et en effet, au loin, à peine éclairé par les phares, on distinguait la silhouette d'une personne debout en plein milieu de la route dans un virage serré que je connaissais bien, car jeune, j'avais travaillé un temps à transporter des marchandises sur cette route. Ce virage a un nom parmi les gens du coin. Ils l'appellent le virage de la Ceiba à cause d'un arbre énorme, très vieux, qui pousse juste au bord du ravin avec les racines à moitié sorties de terre, comme si l'arbre voulait marcher. C'est le même virage dont mon frère avait parlé quelques heures auparavant. Hermine a ralenti, bien sûr, car n'importe qui le ferait en voyant quelqu'un debout là la nuit au milieu de nulle part. Nous avons pensé que ce serait quelqu'un dont la voiture était en panne ou un ivrogne qui s'était retrouvé bloqué. À mesure que nous nous approchions, les phares ont dessiné la silhouette plus clairement. C'était une femme grande, vêtue de blanc, avec de longs cheveux très noirs qui lui couvraient presque tout le visage, lâchés jusqu'à la taille. Elle était debout, immobile, les bras ballant le long du corps, regardant vers le fourré, nous tournant le dos. « Ne t'arrête pas », ai-je dit à Hermine, me souvenant des paroles de mon frère. Mais ma femme, qui toute sa vie a été de celles qui ne laissent personne en rade sur le chemin, a encore ralenti. Pauvre femme, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, sa voiture est tombée en panne. Qui sait, m'a-t-elle dit. Il n'y a pas de voiture, Hermine, regarde, il n'y a rien. Elle est seule au milieu de nulle part à minuit. Ce n'est pas normal, ai-je insisté et j'ai senti ma bouche s'assécher en le disant. Elle ne m'a pas complètement ignoré, mais elle ne s'est pas non plus arrêtée complètement. Elle a juste ralenti au minimum pendant que nous passions à côté de la femme qui restait immobile, comme une statue de cire posée là au milieu de l'asphalte fissuré. Quand nous sommes arrivés à sa hauteur, la femme a tourné la tête. Seulement la tête. Le corps est resté exactement dans la même position, comme si le cou n'avait pas d'os. Et elle nous a fixé du regard. Elle n'avait pas de visage. Enfin, si, elle avait un visage, mais elle n'avait pas d'yeux là où devraient être les yeux. À la place, il y avait 2 trous sombres, profonds, comme des puits sans fond, et sa bouche était ouverte dans une grimace qui n'était ni de douleur ni de sourire.
mais quelque chose d'intermédiaire que je ne sais pas bien décrire car je n'avais jamais vu une telle expression chez un être humain. Et je n'ai pas besoin de la revoir. Hermine a crié et a appuyé sur l'accélérateur avec tant de force que la camionnette a fait un bond en avant et a failli nous envoyer contre la glissière de sécurité de l'autre côté. J'ai regardé dans le rétroviseur latéral et je jure sur mes enfants que la femme, en l'espace de 2 clignements d'yeux, n'était plus arrêtée dans le virage, mais courait derrière nous. Et elle ne courait pas comme une personne. Elle glissait, les pieds presque sans toucher le sol, nous rattrapant. Bien qu'Hermine roulait déjà à plus de 80 km/h sur une route, avec les virages qu'elle a, on n'ose normalement pas dépasser les 50. Hermine, plus vite, lui ai-je crié et elle, les mains tremblantes sur le volant, a obéi. J'ai regardé de nouveau dans le rétroviseur et la femme n'était plus visible. Mais cela ne nous a pas rassurés, au contraire, car à ce moment précis, le moteur de la camionnette a commencé à tomber en panne. D'abord, ce fut un à-coup, puis un sifflement étrange et enfin les lumières du tableau de bord ont commencé à clignoter comme si quelque chose leur pompait le courant. Hermine a poussé un autre cri quand les phares se sont éteints complètement et nous nous sommes retrouvés dans le noir en pleine route, sans pouvoir voir le chemin devant nous. Par instinct, elle a appuyé sur le frein car conduire à l'aveugle la nuit sur cette route est une condamnation à mort avec les ravins sur les côtés. La camionnette s'est arrêtée avec un grincement et nous sommes restés là, paralysés dans un silence que seule notre respiration haletante et le moteur qui faisait un bruit d'animal blessé, un gémissement métallique qui allait et venait, rompait. « Qu'est-ce qu'on fait » m'a demandé Hermine, la voix brisée. Je n'ai pas su quoi lui répondre. J'ai essayé d'allumer les lumières. J'ai tourné la clé plusieurs fois, mais rien. Même le tableau de bord ne réagissait pas comme si la batterie avait disparu d'un coup. C'est alors que nous avons tous les deux entendu un bruit dehors, du côté d'Hermine, comme si quelqu'un traînait très lentement ses ongles sur la carrosserie de la camionnette, de la porte arrière à celle de devant. Un son grinçant, lent, délibéré, qui s'est arrêté juste devant la fenêtre de ma femme. Hermine n'a pas tourné la tête, elle est restée à regarder droit devant, les yeux écarquillés, agrippée au volant avec tant de force que ses jointures sont devenues blanches. Je n'ai pas osé non plus regarder de son côté, mais du coin de l'œil, j'ai pu distinguer une grande ombre collée à la vitre et j'ai senti, c'est le plus difficile à expliquer. Mais je vous le raconte tel que je l'ai ressenti, j'ai senti quelque chose de glacé, comme si on avait ouvert une porte de réfrigérateur, entré d'un coup dans la cabine, bien que les vitres fussent fermées. Ne la regarde pas, ne la regarde pas, ne la regarde pas, répétais-je à voix basse, plus pour me convaincre moi-même que pour la conseiller. Parce qu'un de mes oncles, paix à son âme, chauffeur toute sa vie dans ces parages, m'avait raconté un jour qu'il ne fallait jamais regarder les apparitions des chemins ruraux d'Acapulco, surtout celles qu'ils appellent la grande dame ou la pleureuse de la Ceiba, dans les yeux, car on dit que si elle voit votre visage en entier, elle s'immisce dans vos rêves pour toujours et vous ne pouvez plus les chasser de votre tête et certains en perdent même la raison. Soudain, quelque chose a frappé 3 fois la vitre de la fenêtre d'Hermine. Toc, toc, toc. Lentement, espacé, comme quelqu'un qui frappe à une porte avec patience, sachant que tôt ou tard on lui ouvrira. Hermine s'est mise à réciter le Notre Père à voix haute, entrecoupée, et je l'ai rejointe sans m'en rendre compte, les mains moites de froid sur mes jambes. C'est alors que nous avons entendu une voix, si l'on peut appeler cela une voix. Elle ne venait pas exactement de l'extérieur de la voiture, mais semblait jaillir de l'intérieur de nos propres têtes. Un murmure rauque, comme celui de quelqu'un qui n'aurait pas parlé depuis des années et dont la gorge se serait rouillée. « Ramenez-moi chez moi », disait-elle. « Ramenez-moi chez moi, il se fait tard. Ramenez-moi chez moi. » Elle répétait cette phrase encore et encore, toujours sur le même ton, sans varier d'un iota, comme un enregistrement rayé. Hermine a éclaté en sanglots et je ne sais pas d'où j'ai tiré le courage. Ou peut-être étaient-ce du pur désespoir.
J'ai plongé la main sous le siège où je garde toujours un chapelet que ma mère m'avait offert avant de mourir, un chapelet de graines d'œil de cerf qu'elle avait elle-même béni avec un prêtre à Chilpancingo il y a plus de 30 ans et je l'ai saisi à 2 mains. « Hermine, tiens-toi au chapelet », lui ai-je dit et je le lui ai mis entre les doigts avec les miens. Dès que nous avons touché le chapelet des 2 mains en même temps, le martèlement sur la vitre s'est arrêté. La voix dans notre tête s'est coupée net, comme quand on éteint une radio. Mais alors, autre chose a commencé, encore pire. La camionnette a commencé à se balancer lentement au début, puis avec plus de force, comme si quelqu'un ou plusieurs personnes la poussaient de l'extérieur, d'un côté et de l'autre, alternativement, essayant de la renverser. Hermine criait mon nom, je criais le sien et nous prions tous les deux en même temps sans nous coordonner, chacun à son rythme, mélangeant le Notre Père avec le Je vous salue Marie et même avec des prières que je ne me souvenais même pas connaître, celles que ma grand-mère me récitait enfant. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Je vous jure qu'à ces moments-là, le temps cesse de s'écouler comme on en a l'habitude. Cela a pu être 2 minutes, cela a pu être 20. Je ne saurais vous le dire avec certitude. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment de plus grand désespoir, alors que je pensais déjà que la camionnette allait se renverser avec nous à l'intérieur et nous envoyer directement dans le ravin, nous avons entendu très au loin le moteur d'un autre véhicule qui s'approchait par la route et des lumières. De vrais phares ont commencé à illuminer le fourré autour de nous. Le balancement de la camionnette s'est arrêté net, comme si ceux qui nous secouaient avaient décidé de se cacher de cette lumière qui approchait. L'autre véhicule s'est avéré être un camion à ridelles, de ceux que les paysans utilisent pour transporter les récoltes. Conduit par un homme âgé qui, en nous voyant arrêtés au milieu de la route sans lumière, s'est arrêté pour demander si nous allions bien. Quand j'ai baissé la vitre pour lui parler, tremblant, la voix à peine audible, l'homme, que nous avons appris plus tard s'appelait Monsieur Casimir, n'a pas eu l'air surpris ni dubitatif, au contraire, il s'est signé, a regardé vers le virage de la Céba qui était quelques mètres en arrière et nous a dit très sérieusement, sans que nous ayons besoin de lui expliquer quoi que ce soit, « Vous l'avez vu, n'est-ce pas? La dame en blanc. » Nous avons seulement hoché la tête, incapables de dire un mot. Don Casimiro nous a expliqué, pendant qu'il nous aidait à vérifier la camionnette, chose très étrange, elle a démarré sans aucun problème dès qu'il est arrivé, comme si elle n'avait jamais eu de panne, que cette apparition hantait ce tronçon de route depuis des décennies. Les gens du coin racontaient qu'il y a de très nombreuses années, avant que le chemin ne soit pavé, une jeune femme, fraîchement mariée, était allée chercher son mari à Acapulco parce qu'il ne rentrait pas du travail et que dans ce même virage, près de la Ceiba, son propre époux, rendu fou par la jalousie et l'alcool, l'avait battu à mort et l'avait laissé gisant parmi les racines de l'arbre où personne ne l'avait trouvé avant plusieurs jours, quand les animaux du fourré avaient déjà bien fait leur œuvre sur le corps. Depuis lors, disait M. Casimir, la femme apparaît aux voyageurs qui passent la nuit par là, surtout aux couples mariés, comme si au fond de son tourment elle cherchait encore quelqu'un pour la ramener chez elle, pour achever un chemin qu'elle n'avait jamais pu achever de son vivant. Certains disent qu'elle ne fait que se montrer, qu'elle s'arrête au milieu de la route pour effrayer ceux qui passent. D'autres, ceux qui l'ont vue au pire, affirme que lorsque quelqu'un s'arrête trop longtemps ou lorsque quelqu'un a la malchance de lui regarder le visage en entier, elle essaie de monter dans le véhicule et celui qui la laisse monter n'est plus jamais le même, s'il revient. Don Casimiro nous a accompagnés lentement, conduisant son camion juste derrière notre camionnette jusqu'à ce que nous passions Trépalo et revoyions les lumières des premières maisons, signe que nous étions déjà près de la ville. Là, il nous a dit au revoir d'un geste de la main, sans même descendre, et a disparu dans l'obscurité d'une brèche qui menait à des ranchs. Nous ne l'avons plus jamais revu. Et quand, des mois plus tard, mon frère Anselme a essayé de savoir qui il était, personne au village n'a pu lui donner de renseignements sur un monsieur Casimir avec un camion à ridelles qui vivait dans ces parages, ce qui, après tout ce que nous avions déjà vécu cette nuit-là, ne nous a pas tellement surpris. Avant de continuer,
je veux vous raconter quelque chose qui s'est passé quelques minutes seulement après que M. Casimir nous ait dit au revoir, car c'est la partie que j'ai le moins racontée aux gens, pas même à mes propres enfants, de peur qu'ils ne pensent que j'ai perdu la tête. Hermine et moi roulions en silence, le cœur encore serré dans la gorge, quand soudain, dans le rétroviseur, j'ai vu quelque chose bouger dans les buissons du bord, nous suivant à la même vitesse que la camionnette, comme une tache blanche qui apparaissait et disparaissait dans la végétation. Je n'ai rien dit pour ne pas effrayer davantage Hermine, mais j'ai serré le volant à deux mains, bien que ce soit elle qui conduisait, comme si cela pouvait nous aider à avancer plus vite. La tache blanche nous a accompagnés sur environ 1,5 km, jusqu'à ce que nous arrivions au premier virage avec éclairage public et là, comme elle était apparue, elle s'est évanouie, comme si la lumière de ce seul poteau était une frontière qu'elle ne pouvait pas traverser. Quand nous sommes enfin entrés dans le quartier où nous vivons, dans la partie haute d'Acapulco, près de la Carretera Essenica, Hermine a garé la camionnette et est restée un bon moment les mains sur le volant, sans descendre, respirant profondément, comme quelqu'un qui vient de terminer une course d'endurance. Je n'avais pas non plus la force de bouger. Nous sommes restés assis dans la voiture éteinte, dans le silence de la rue endormie, n'entendant que le moteur qui refroidissait avec ses cliquetis métalliques que font les voitures après un long voyage, jusqu'à ce qu'Hermine rompe enfin le silence. « Refugio, tu crois qu'elle nous a suivis jusqu'ici ?» m'a-t-elle demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la sienne. « Non, femme, nous l'avons laissée derrière, nous avons passé la lumière. » lui ai-je répondu, bien qu'au fond, je n'étais pas si sûr, car toute cette nuit-là, j'avais appris que les certitudes de toute une vie peuvent s'effondrer en quelques minutes. Le lendemain, avec le soleil, qui rend tout plus raisonnable et moins terrible, nous avons essayé de nous convaincre que nous avions peut-être exagéré, que la peur, la fatigue et les bières de la fête nous avaient joué un mauvais tour, que c'était peut-être une personne en chair et en os qui voulait nous effrayer ou une mauvaise blague d'un voisin du ranch qui connaissait la légende et avait décidé de se déguiser pour s'amuser aux dépens des citadins. Nous avons voulu croire cela pendant près d'une semaine, jusqu'à ce qu'un dimanche, en prenant le café dans la cuisine, Hermine me confesse qu'elle n'arrivait pas à bien dormir la nuit, car chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait ces trous noirs où devraient être les yeux de la femme et qu'à plus d'une occasion, elle s'était réveillée au milieu de la nuit avec la sensation très claire que quelqu'un, debout à côté du lit, l'observait dans l'obscurité. Moi, pour ne pas l'alarmer davantage qu'elle ne l'était déjà, je ne lui ai pas dit que la même chose m'arrivait presque toutes les 2 nuits, et qu'à 2 reprises, je m'étais levé pour vérifier la porte de la rue, convaincu d'avoir entendu ce martèlement lent et espacé à la fenêtre de notre chambre, le même toc-toc-toc que nous avions ressenti cette nuit-là sur la route. Quand nous nous sommes enfin décidés à tout raconter à mon frère Anselme, avec force détail, c'est alors que lui, très sérieusement, nous a emmenés voir une dame qui vit du côté de Trépalo, Madame Colette, guérisseuse de toujours, qui, dit-on, a purifié plus d'un voyageur de ceux qui rencontrent la femme de la Ceva et reviennent avec quelque chose de collé. Quelque chose qui ne se voit pas, mais qui se sent comme une ombre attachée à l'âme. Doña Cuca nous a reçus dans sa maison en tôle et en adobe sans nous poser beaucoup de questions. Dès qu'elle nous a vus entrer par la porte, avant que nous ne disions un mot, elle s'est signée et nous a dit que nous apportions le frio de Camino. C'est ainsi qu'elle appelle ce qui s'attache quand on croise les âmes qui errent sur les routes rurales. Elle nous a fait entrer dans une pièce avec un autel rempli de bougies, d'images de saints et de branches de basilic et de rues suspendues au plafond. Et là, nous encensant avec du copal, priant dans un mélange d'espagnol et de nahuatl que je n'ai pas entièrement compris, elle nous a fait une limpia à tous les deux, un par un, nous frottant tout le corps avec un œuf de poule de ranch et avec des bouquets d'herbes qui sentaient le fourré mouillé. En terminant, elle a cassé les œufs dans 2 verres d'eau bénite et nous les a fait voir. Dans le mien, selon elle, on voyait des fibres noires emmêlées comme des fils qui, a-t-elle dit, étaient le signe que quelque chose m'avait suivi cette nuit-là, bien que ce ne soit pas complètement entré. Dans le verre d'Hermine, en revanche, l'œuf semblait plus propre, avec à peine une petite ombre près du jaune, que Madame Colette a interprété comme le fait que la frayeur l'avait effleuré,
mais que rien de grave ne s'était attaché à elle, grâce, nous a-t-elle dit, au fait qu'au bon moment, nous avions eu la sagesse de prendre le chapelet tous les deux en même temps. Je ne sais pas si vous croyez aux guérisseurs. Moi-même, j'étais sceptique avant cette nuit, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'après cette limpia et après que Madame Colette nous ait donné des branches de rue à accrocher à l'entrée de la maison et des instructions très précises de ne plus jamais traverser cette route sans avoir du sel béni dans la boîte à gants, Hermine et moi avons commencé à mieux dormir, petit à petit, bien que la peur de fond, celle qui vous prend à la poitrine quand vous avez vu quelque chose qui ne devrait pas exister, celle-là ne nous a jamais complètement quittés et je doute qu'elle nous quitte un jour. Nous sommes arrivés chez nous à Acapulco, bien après 2h30 du matin, tous les deux muets, tous les deux tremblants encore et Hermine n'a pas lâché le chapelet de toute la nuit, pas même pour dormir. Elle l'a enroulé autour de sa main et s'est endormie ainsi, agrippée à moi. Comme elle ne s'était pas agrippée depuis que nous étions fiancés, je n'ai pas pu fermer les yeux avant l'aube, regardant le plafond, repassant encore et encore ces trous noirs où auraient dû être les yeux de cette femme. Depuis cette nuit, aucun de nous deux n'a plus jamais conduit sur la vieille route vers Cacahuatpec, même de jour, bien que parfois il n'y ait pas d'autre choix que de faire un très long détour par l'autoroute pour éviter ce tronçon. Mon frère Anselme, quand nous lui avons raconté en détail ce qui nous était arrivé, est resté silencieux un bon moment et nous a ensuite avoué qu'il l'avait aussi vu il y a de nombreuses années, quand il était jeune et travaillait comme gardien dans un ranch par là et que depuis, il ne revenait jamais sur cette route après 20 heures, quoi qu'il arrive, même s'il devait dormir dans le fossé en attendant le lever du jour. Hermine, de son côté, a pris une habitude qu'elle n'avait pas auparavant. Chaque fois que nous partons en voyage, peu importe où, elle se signe 3 fois avant de démarrer la voiture et ne nous laisse pas monter sans que le chapelet de ma mère ne soit accroché au rétroviseur. Moi qui toute ma vie me suis un peu moqué de ses coutumes, je suis maintenant le premier à les lui rappeler si un jour elle les oublie. Parce que je sais avec une certitude que je n'avais pas avant cette nuit que dans ce pays, il y a des chemins où l'obscurité n'est pas seulement l'absence de lumière, mais quelque chose avec sa propre mémoire, quelque chose qui attend patiemment que l'on commette l'erreur de s'arrêter là où il ne faut pas. Parfois, quand je ne peux pas dormir, j'entends encore dans ma tête cette voix rauque demandant qu'on la ramène chez elle. Et je me demande si un jour, pendant toutes ces années qu'elle a passées à hanter ce virage, quelqu'un a commis l'erreur de lui ouvrir la porte. Et je me demande aussi, avec un frisson qui me monte le long du dos chaque fois que j'y pense, ce qu'il est advenu de cette personne. Et si elle est encore en vie pour le raconter. Ou si elle est devenue une histoire de plus de celles que l'on raconte autour d'un feu de camp dans un ranch perdu de la Sierra d'Acapulco. Pour avertir ceux qui, comme nous, osent conduire la nuit dans la curva de la Ceiba. Ce que je vous raconte n'est pas une histoire de table ni une légende que j'ai inventée pour divertir mes petits-enfants. C'est ce qu'Hermine et moi avons vécu de nos propres yeux, dans notre propre chair, par une nuit dont, encore 8 mois après, nous ne nous sommes pas complètement réveillés. Et si jamais, par nécessité ou par curiosité, vous devez traverser la nuit ces chemins ruraux qui entourent Acapulco et que vous voyez une silhouette en blanc arrêtée au milieu de la route dans un virage solitaire près d'un vieil arbre. Écoutez-moi. Écoutez mon frère. Écoutez les paroles qu'un inconnu avec un camion à ridelles nous a offertes cette nuit-là comme on offre la vie elle-même. Ne vous arrêtez pas, ne la regardez pas dans les yeux et surtout, ne lui ouvrez jamais, jamais la porte. Nous poursuivons. Ce n'est pas une légende, c'est un récit qui a circulé parmi les habitants des ranchs au sud de Montemorlo, dans la municipalité de Garcia et sur les chemins qui bordent la vieille route qui relie Santiago, Nuevo León, aux abords de Monterrey. Ce qui suit est reconstruit à partir de témoignages de ceux qui ont connu les protagonistes et d'un rapport resté classé sans suite dans un poste de commandement rural. Les noms ont été changés par respect pour la famille, mais les faits, disent ceux qui les ont vécus de près, se sont déroulés tels qu'ils sont racontés. Richard avait 23 ans et travaillait dans un atelier mécanique dans la zone de Guadeloupe. Sa petite amie, Danielle, 21 ans,
étudiait les soins infirmiers dans un institut technique. Ils étaient en couple depuis un peu plus d'1 an. Une de ces relations tranquilles, sans heurts, construite à force de sorties le week-end, de musique dans la camionnette et de projets d'avenir dont ils parlaient à voix basse, comme pour ne pas porter malheur. Ce vendredi d'octobre, Richard avait fini tard à l'atelier. Daniel l'attendait à l'entrée avec une veste en jean et les cheveux attachés, fatigué après un stage à l'hôpital. Ils avaient prévu d'aller dans un petit ranch familial que la tante de Richard possédait près de Santiago, où il passait habituellement les week-ends. L'idée était d'arriver cette même nuit, de profiter du fait qu'il ne travaillait pas le lendemain, et de se réveiller avec l'odeur de bois brûlé et de café en émail que l'on ne sent qu'à la campagne. « Tu es sûr de vouloir y aller de nuit ?» lui demanda Richard en montant dans la camionnette, une Nissan blanche de plus de 10 ans, mais qu'il entretenait comme si elle était neuve. « Pourvu qu'on sorte de la ville, allons-y, répondit-elle, attachant sa ceinture de sécurité et augmentant le volume de la radio. Ils quittèrent Monterrey après 22 heures. La ville, avec ses lumières néons et le trafic du vendredi, s'éloigna peu à peu, remplacée d'abord par la périphérie industrielle. Puis, par les collines sombres qui se découpaient sur un ciel de plus en plus pur de toute pollution lumineuse. Ils prirent la route qui contourne la Sierra, un chemin à 2 voies sans beaucoup d'éclairage, flanqué de broussailles, de cactus et de thym hantant la silhouette d'un ranch avec son corral en pierre. Le premier tronçon se déroula sans incident. Ils parlèrent de futilité, du patron de Richard, d'une collègue de Daniel qui s'était disputée avec son petit ami, de savoir si l'automne dans le nord du Mexique méritait vraiment d'être appelé automne ou si ce n'était qu'une façon de dire que la chaleur diminuait enfin un peu. La radio jouait des corridos et des ballades entrecoupées de parasites inévitables dans ces tronçons où les signaux se perdent entre les collines. C'est après le détour vers un petit éjido, déjà bien engagé dans la Sierra, que Daniel remarqua quelque chose d'étrange sur le chemin. « Richard, freine un peu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas sur le bord? Tu vois quelque chose ?» Richard plissa les yeux, essayant de distinguer entre les ombres projetées par les phares. À une centaine de mètres, près d'une clôture de barbelés à moitié tombée, on voyait une silhouette debout, immobile, au bord du chemin. Cela ne ressemblait pas à un animal. Elle avait une posture trop droite, trop humaine, mais quelque chose dans sa façon d'être debout, parfaitement immobile, sans le moindre balancement que produit même le corps humain le plus discipliné en étant debout, fit que Richard eut la chair de poule sur les bras avant même que son esprit n'ait fini de traiter ce qu'il voyait. « Ce doit être quelqu'un dont la voiture est en panne, dit-il sans grande conviction, en ralentissant. « Elle n'avait pas de lumière, je n'ai pas vu de voiture, répondit Daniel, la voix déjà un peu tendue. Ils s'approchèrent lentement. Les phares de la camionnette, en éclairant mieux la silhouette, révélèrent quelque chose qu'aucun des deux ne sut expliquer entièrement, ni cette nuit-là ni après, quand ils essayèrent de le raconter à leur famille. C'était la silhouette d'une personne de taille moyenne, vêtue de ce qui semblait être une robe longue et sombre, d'un tissu qui ne reflétait pas la lumière des phares, comme devrait la refléter n'importe quel tissu ordinaire. Les longs cheveux lui tombaient devant le visage, le couvrant complètement. Les mains pendantes le long du corps semblaient allongées, presque comme si les doigts étaient un peu plus longs que la normale. « Freine, freine », murmura Daniel en s'accrochant au tableau de bord. Richard arrêta la camionnette à une vingtaine de mètres de la silhouette, laissant le moteur allumé. Aucun des deux n'osait baisser la vitesse de leurs paroles à un murmure à peine audible, comme si parler à voix haute pouvait attirer l'attention de ceux qui étaient arrêtés au bord du chemin. « C'est peut-être une dame qui s'est perdue, » dit Richard, bien que son ton ne semblât pas convaincu de ses propres paroles. « Allons voir si elle a besoin d'aide. »« Non, Richard, quelque chose ne va pas. Mieux vaut continuer. » Mais avant qu'il ne puisse décider quoi faire, la silhouette, sans bouger les jambes d'une manière reconnaissable comme de la marche, sembla glisser de quelques pas vers la camionnette.
Il n'y eut pas le balancement naturel des hanches ni l'impulsion des genoux qui se plient. C'était plutôt comme si quelque chose la traînait par derrière ou comme si elle flottait à peine quelques centimètres au-dessus de la terre meuble du chemin. Daniel poussa un cri étouffé. Richard, le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour incontrôlable, recula et accéléra, s'éloignant de plusieurs mètres. La silhouette s'arrêta, redevenant immobile, comme si le recul de la camionnette l'avait ramené à un état d'attente. « Prenons un autre chemin », dit Daniel, des larmes de purpre apparaissant déjà dans ses yeux. « Retourne à la déviation de l'Égido. Là, il n'y a aucun signe de quoi que ce soit, ma chérie. Nous allons nous perdre encore plus. Je m'en fiche. Je ne veux pas passer près de ça. » Richard fit un demi-tour maladroitement, les pneus grinçant sur l'asphalte agité, et prit le chemin de terre qu'ils avaient laissé derrière eux quelques minutes auparavant. Le chemin, étroit et plein de nids de poules, s'enfonçait entre des buissons de gobernadora et de mesquite que la camionnette évitait à peine avec les phares allumés. Ils avancèrent pendant plusieurs minutes sans dire un mot. Chacun les yeux rivés sur sa fenêtre respective, espérant revoir cette silhouette apparaître entre les buissons. Le silence n'était rompu que par le moteur et le craquement des pierres sous les pneus. « Je crois que nous l'avons laissé derrière », dit finalement Richard, bien que ses mains transpiraient sur le volant. C'est alors que le moteur de la camionnette commença à tomber en panne. D'abord, ce fut un à-coup brusque, comme si quelque chose avait bloqué l'accélérateur. Puis les lumières du tableau de bord clignotèrent et la radio, qui était restée allumée à faible volume, se remplit d'une statique épaisse, presque solide, qui étouffa complètement la chanson qui jouait. Richard tenta d'appuyer sur l'accélérateur, mais le véhicule perdait de la puissance peu à peu, comme si quelque chose d'invisible drainait l'énergie du moteur. « Non, non », murmura Richard en frappant le volant. « Ce n'est pas le moment de tomber en panne. » La camionnette s'arrêta complètement au milieu du chemin de terre, entourée d'une obscurité presque totale, avec la seule lumière provenant des phares, qui commençait aussi à faiblir, teignant l'environnement d'un jaune de plus en plus pâle, comme si une brume invisible mangeait la lumière avant qu'elle ne puisse aller très loin. « Je vais vérifier le moteur, » dit Richard, essayant de paraître serein. « Ne descends pas, s'il te plaît, » le supplia Daniel en le prenant fermement par le bras. « Je dois voir ce qui s'est passé. Sinon, nous allons rester ici toute la nuit. » Richard descendit de la camionnette avec la lampe de poche de son téléphone portable allumée, laissant la porte ouverte. L'air de la nuit sentait la terre humide et quelque chose d'autre. Une odeur douceâtre et désagréable qu'il ne sut identifier, ressemblant à celle de la viande décomposée, mais mélangée à un arôme de fleurs fanées. Il souleva le capot et examina le moteur sans rien trouver d'évident. Il n'y avait pas de fil lâche, pas de fuite visible, tout semblait être à sa place et pourtant le moteur ne démarrait pas. Ce fut le son qui le fit lever les yeux. Un lent frottement provenant des buissons sur le côté du chemin. Richard tourna la lampe de poche dans cette direction et pendant un instant, à peine une fraction de seconde, il aperçut deux points qui brillaient d'un reflet différent de celui de n'importe quel animal qu'il avait vu auparavant. Pas l'éclat verdâtre d'un cerf ou d'un coyote, mais un éclat rougeâtre, presque comme des braises, qui disparurent dès que la lumière de la lampe de poche se posa sur eux. « Richard !» La voix de Daniel depuis l'intérieur de la camionnette était brisée. « Richard, monte, s'il te plaît. » Il referma le capot d'un coup et courut vers la porte du conducteur, montant les mains tremblantes. Il tourna la clé en priant en silence, et à son soulagement, le moteur démarra au deuxième essai avec un rugissement qui, à ce moment-là, sonna comme la plus belle musique qu'il ait jamais entendue de sa vie. « Allons-y, allons-y tout de suite, » dit Daniel, la voix entrecoupée par des sanglots contenus. Ils avancèrent sur le chemin de terre, cherchant désespérément un croisement qui les ramènerait à la route principale.
C'est alors que dans le reflet du rétroviseur, Daniel crut voir quelque chose qui la fit crier de toutes ses forces. La même silhouette à la robe sombre, maintenant debout en plein milieu du chemin, à quelques mètres derrière la camionnette, comme si elle était apparue de nulle part, sans avoir eu besoin de parcourir la distance qui les séparait. Richard ne tourna pas la tête pour regarder. Il appuya sur l'accélérateur de toutes ses forces, sentant les pneus arrière patiner sur la terre meuble avant de trouver de l'adhérence et de lancer la camionnette en avant. Le véhicule cahota sur les nids de poules du chemin et dans le rétroviseur, Daniel, la respiration coupée, ne voyait plus rien d'autre que l'obscurité et la poussière s'élevant derrière eux. « Elle n'est plus là ?» demanda Richard sans oser lever les yeux du chemin. « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne veux plus regarder. » Ils roulèrent pendant plusieurs minutes encore jusqu'à ce que les lumières d'un petit village, à peine une poignée de maisons et une église avec la tour illuminée, apparaissent à l'horizon. Ce fut comme si l'air devenait soudain plus léger. La radio redevint normale, sans parasite. Et le moteur de la camionnette fonctionna sans aucun problème, comme si rien ne s'était passé. Ils s'arrêtèrent sur la petite place du village, tous deux le corps engourdi par la tension, la respiration haletante et les mains encore tremblantes. Un homme âgé qui balayait l'entrée d'une épicerie malgré leur tardive, les regarda avec une expression qui parut étrange à Richard, non pas de surprise, mais d'une sorte de reconnaissance résignée, comme quelqu'un qui a déjà vu ce même visage de terreur chez d'autres personnes. « Vous venez du vieux chemin ?» leur demanda l'homme, s'approchant lentement, appuyé sur son balai. « Oui, monsieur, » répondit Richard, la voix encore tremblante. « Nous avons vu quelque chose d'étrange, une femme arrêtée sur le chemin et ensuite notre camionnette est tombée en panne. » L'homme hocha lentement la tête comme si cela n'était pas une nouveauté pour lui. « Celle-là, nous la connaissons ici. Certains l'appellent la pleureuse du vieux chemin, bien que cela n'ait rien à voir avec la légende dont tout le monde a entendu parler. Ici, nous disons que c'était une femme qui est morte il y a de nombreuses années sur ce tronçon dans un accident et que depuis, elle apparaît à ceux qui passent la nuit, surtout aux jeunes couples. Il y en a qui disent qu'elle veut de la compagnie dans sa solitude. Il y en a qui disent qu'elle veut juste faire peur pour que les gens n'utilisent pas ce chemin après le coucher du soleil. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà plusieurs camionnettes qui se retrouvent sans lumière là même sur ce tronçon de terre. » Daniel, encore pâle, demanda d'une voix faible « Et il n'est jamais rien arrivé de pire à personne. » L'homme baissa les yeux, hésitant un instant avant de répondre. « Il y a quelques années, un couple de jeunes, à peu près de votre âge, s'est retrouvé bloqué comme vous. On raconte que l'un d'eux est descendu pour marcher, cherchant du réseau sur son téléphone portable et n'est jamais revenu. L'autre a été retrouvé le lendemain dans la voiture, incapable de parler pendant plusieurs jours à cause de la peur. Il n'a jamais bien dit ce qu'il avait vu. Depuis, ici au village, nous disons tous la même chose. Si vous voyez quelque chose d'étrange sur ce chemin, ne vous arrêtez sous aucun prétexte et si la voiture s'éteint, ne descendez pas pour la vérifier. Il faut attendre, prier et dès qu'elle démarre, continuer sans regarder en arrière. » Richard et Daniel passèrent le reste de la nuit dans la petite auberge du village, sans pouvoir dormir complètement, sursautant à chaque craquement du vieux bois du toit et à chaque hurlement lointain des chiens. Le lendemain matin, avec la lumière du soleil déjà pleinement présente, ils se sentirent un peu plus calmes, bien qu'aucun des deux ne voulût mentionner à voix haute ce que tous deux continuaient de penser. Que cette silhouette à la robe sombre et aux cheveux couvrant son visage ne bougeait pas comme quelque chose qui devrait marcher sur cette terre. Ils décidèrent de ne pas continuer vers le ranch de la tante de Richard. Ils retournèrent à Monterrey par une route différente, plus longue, mais qui évitait complètement le tronçon de la vieille route et le chemin de terre. Pendant le trajet de retour, ils parlèrent à peine, chacun perdu dans ses propres pensées, repassant encore et encore les détails de ce qui s'était passé, essayant de trouver une explication rationnelle qui, cependant,
ne les convainquait jamais complètement. Au fil des semaines, ils racontèrent ce qui s'était passé à quelques proches. La réaction fut mitigée. Certains les traitèrent d'exagérés, d'avoir confondu les ombres de la nuit avec quelque chose de surnaturel. D'autres, en revanche, surtout les plus âgés de la famille, acquiescèrent gravement et confirmèrent que cette partie de la Sierra, entre Montemorlo et Santiago, avait toujours eu la réputation d'être un endroit où se produisaient des choses qui ne pouvaient pas être entièrement expliquées. Un oncle de Richard qui avait travaillé pendant des années comme transporteur de marchandises dans ces parages, leur raconta que lui-même, à plus d'une occasion, avait préféré faire un détour de plus d'une heure plus tôt que de traverser la nuit ce tronçon après avoir vu, dans sa jeunesse, quelque chose de similaire à ce qu'il décrivait. 2 mois passèrent et bien que la vie suivit son cours, Richard continua à l'atelier. Daniel termina ses stages et commença à travailler dans un hôpital de la zone métropolitaine. Aucun des deux ne reprit la route de nuit sur les chemins ruraux sans compagnie et encore moins sur ce tronçon spécifique de la Sierra. La relation entre eux, loin de s'affaiblir, sembla se renforcer avec l'expérience partagée. Il disait à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, que le fait d'avoir survécu ensemble à cette nuit les avait unis d'une manière qu'aucun autre événement de leur vie de couple n'avait réussi. Cependant, il y a un détail que Daniel ne raconta que bien plus tard à une amie très proche et qu'elle ne voulut jamais répéter devant Richard pour ne pas l'inquiéter davantage qu'il ne l'était déjà. Elle affirmait qu'au moment où la silhouette apparut derrière la camionnette, juste avant que Richard n'accélère, elle avait entendu, non pas avec ses oreilles, mais comme un murmure qui semblait se former directement dans sa tête, une voix de femme qui répétait une seule phrase, encore et encore, avec un ton qui n'était pas de menace, mais d'une tristesse profonde, presque insupportable. « Ne me laissez pas seul sur le chemin. » Cette phrase, racontait Daniel, la hanta pendant des mois dans ses rêves. Elle rêvait qu'elle marchait la nuit sur une route inconnue sans pouvoir voir au-delà de quelques mètres devant elle, tandis que cette même voix répétait la phrase de plus en plus près de son oreille, jusqu'à ce qu'elle se réveille trempée de sueur froide, avec la certitude absolue que d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer, cette présence savait exactement qui elle était et où elle vivait. Avec le temps, les rêves devinrent moins fréquents, bien qu'ils ne disparurent jamais complètement. Richard, de son côté, ne mentionna plus jamais l'incident du moteur en panne, ni la sensation de ses yeux rougeâtres brillants entre les buissons, bien que ceux qui le connaissaient bien remarquèrent que depuis cette nuit, il évitait avec une insistance presque obsessionnelle tout voyage nocturne hors de la ville, inventant des prétextes pour reporter des sorties ou insistant pour arriver toujours avant la tombée de la nuit. Aujourd'hui, l'histoire de Richard et Daniel se raconte de bouche à oreille parmi ceux qui connaissent les chemins ruraux qui entourent Monterrey, s'ajoutant à un recueil déjà vaste de récits similaires, des camionnettes qui s'éteignent sans raison apparente sur des tronçons spécifiques de terre, des figures sombres debout près de clôtures de barbelés, des voix qui murmurent des demandes de compagnie à ceux qui osent traverser la nuit. Certains chercheurs amateurs du phénomène paranormal dans l'État de Nuevo León ont recueilli au fil des ans des dizaines de témoignages très similaires, tous situés dans ce même corridor montagneux entre Montemorlo, Garcia et Santiago, ce qui a conduit la zone à être connue parmi les habitants simplement comme le chemin des âmes. Personne n'a pu déterminer avec certitude l'origine de l'apparition, ni s'il s'agit d'un seul esprit ou de plusieurs qui partagent un même schéma de comportement. Ce que tous ceux qui affirment l'avoir vu s'accordent à dire, c'est un détail effrayant. La silhouette ne semble jamais marcher comme un être humain normal, mais glisser comme si quelque chose la traînait d'un point que personne n'a pu identifier. Et toujours, sans exception, elle apparaît les nuits où le chemin est le plus solitaire, quand les voyageurs s'y attendent le moins. Richard et Daniel sont toujours ensemble à ce jour. Ils se sont mariés 2 ans après cette nuit-là lors d'une cérémonie simple célébrée, par décision expresse des deux, en plein jour et en plein soleil, dans une salle de la ville de Monterrey, loin de tout chemin rural. Ceux qui les connaissent racontent que lors de leur nuit de noces, quelqu'un a fait la blague de leur proposer de passer leur lune de miel au ranch de la tante du côté de Santiago.
Aucun des deux n'a ri de la blague. Ils se sont contentés de se regarder en silence, avec une expression que les personnes présentes n'ont pas su entièrement déchiffrer avant de changer de sujet avec une rapidité qui montrait clairement que ce coin de la Sierra et ce qu'il habitait restait pour eux un sujet qu'ils préféraient ne plus jamais aborder.